Monsieur le préfet, Céline sur Facebook aimerait savoir ce que compte faire l'État contre les nuisances produites par les city-stades. Alors, les city-stades se sont beaucoup développés ces dernières années. Ce sont des installations sportives de proximité qui sont souvent très recherchées par les jeunes, mais qui peuvent poser effectivement des problèmes de cohabitation, en tout cas d'usage et de quelques nuisances parfois. Tout ça relève de la réglementation municipale, donc des compétences du maire et du conseil municipal, par exemple, pour définir les conditions d'accès, les horaires auxquels ces installations peuvent être disponibles sous le contrôle de la police municipale, le cas échéant. L'État, quant à lui, est chargé du respect des normes de sécurité et d'accessibilité. C'est ce que nous faisons, mais l'interlocuteur sur ces questions, c'est vraiment la municipalité. Et donc, on vous encourage à vous tourner vers vos élus. Un certain nombre d'habitants d'Étretat ou des alentours vous interrogent au sujet du projet d'implantation de 200 éoliennes au large d'Étretat. Elles considèrent que ce projet risque de nuire à la qualité du paysage local. Elles s'interrogent aussi sur la concertation qui, selon elles, n'aurait pas été suffisante. Et enfin, elles se demandent si cette implantation est compatible avec la volonté d'obtenir l'appellation Grand Site de France. On le sait, la France développe une grande ambition en matière de réduction des gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable. C'est 40% de la totalité de nos besoins énergétiques qui doivent être fournis par des énergies renouvelables d'ici 2030. C'est vraiment très proche. Une grande concertation a été organisée, notamment sur les façades maritimes de notre pays, évidemment sur la Manche et la mer du Nord, pour ce qui nous concerne. Et c'est au terme de ce travail qui s'est déroulé sur 2023-2024 avec beaucoup de réunions publiques, notamment à Dieppe, au Havre et aussi à Fécamp, avec des rencontres avec la population, qu'ont été définies des possibilités d'implantation de nouveaux champs éoliens. Il y en a déjà un au large de Fécamp, à 13 km des côtes, et le projet qui est envisagé se situerait beaucoup plus loin, à 30 km des côtes, ce qui va permettre de garantir que l'impact sur la visibilité depuis la côte et également depuis un site aussi remarquable que celui d'Étretat soit prise en compte. Nous travaillons d'ailleurs étroitement avec le syndicat mixte de l'opération Grand Site, de manière à pouvoir aboutir à cette labellisation en intégrant complètement les effets attendus et qui cherchent à conjuguer, vous le voyez, à la fois notre autonomie énergétique, le développement des énergies renouvelables, et la Manche est un secteur propice, il faut en prendre acte, mais aussi bien sûr la préservation de notre patrimoine remarquable, naturel, auquel nous sommes très attachés. Lost Art 07 sur X vous demande si l'État a des projets concernant la culture chez les jeunes ou chez les jeunes adultes. Il évoque le pass culturel qui a été mis en place il y a quelques années. Alors effectivement, c'est une très bonne référence parce que le Pass Culture, dont on parle beaucoup en ce moment, a été un très gros succès. Il faut d'ailleurs en mesurer les impacts éventuellement pour ajuster le dispositif. La Cour des comptes a fait des propositions récemment, y compris d'ailleurs pour étendre le champ de cette mesure, par exemple au support numérique, qui n'était pas forcément au cœur du Pass Culture. Plus largement, l'offre culturelle à destination des jeunes adultes est très très large, très variée. Il est difficile d'en donner une liste ici, mais on peut se rapprocher par exemple des services de la direction régionale des affaires culturelles pour connaître ce qui se passe, quelle est l'offre dans les territoires, en particulier en milieu scolaire. Et nous avons une très très grande richesse d'initiatives, que ce soit des résidences d'artistes, des festivals, des interventions en milieu scolaire. Tout ça est accessible auprès des services d'animation et je le redis, auprès en particulier de la direction régionale des affaires culturelles. Manuel Decaux vous a écrit par mail au sujet du passage en flux libre des autoroutes, notamment de l'autoroute A13. Il s'interroge sur le fait qu'une société privée puisse contrôler électroniquement les immatriculations, le nom, le prénom, afin de verbaliser en cas de non-paiement. Et il se demande si ce type de fonctionnement est légal. Il y a une grande loi fondatrice qui remonte à 1978 qui s'appelle la loi Informatique et Liberté et qui encadre ce type d'application. C'est d'ailleurs une loi qui est régulièrement actualisée, notamment en 2018, et elle couvre les usages, notamment ceux du contrôle électronique du passage et du péage autoroutier. Ce régime qui est très exigeant pour les opérateurs qui y ont recours
est garantie par la loi, très encadrée, très surveillée, et garantit aussi un droit d'accès des personnes concernées à leurs données personnelles qui ne sont conservées qu'un temps très limité et peuvent faire l'objet d'un recours de la part de ceux qui le souhaiteraient. Donc tout ça est étroitement encadré par la législation, y compris la plus récente, et évidemment sous le contrôle du juge. Anne-Marie Fournier, sur LinkedIn, aborde la question des flux touristiques à Étretat. Elle a noté l'apparition d'un certain nombre de parkings sauvages dans le village, avec, selon elle, des sociétés privées qui seraient peu scrupuleuses et qui investiraient un certain nombre de jardins privés. Elle observe qu'un arrêté du maire a interdit tout cela, mais que et le maire et les forces de l'ordre semblent un peu démunis face à ces comportements. Alors nous sommes sur un site très fréquenté, remarquable, répertorié. L'affluence fait partie de ce statut particulier et encore une fois très, très identifié sur notre littoral. Ça amène effectivement parfois, et même assez souvent, notamment en saison estivale, une fréquentation très importante et des stationnements qui peuvent paraître anarchiques. Il y a une réglementation qui relève de la municipalité, cela a été rappelé, et donc c'est la police municipale qui est chargée de le faire respecter avec le concours, le cas échéant, de la gendarmerie. C'est ce que nous faisons et nous veillons notamment, et nous allons continuer nos contrôles en ce sens, à ce que des parkings commerciaux privés respectent la réglementation. Jusqu'à 10 véhicules stationnés, il n'y a pas de contrainte particulière. En revanche, entre 10 et 50 véhicules, il faut faire une déclaration au mairie qui est absolument obligatoire et si elle n'est pas faite, les contrevenants sont évidemment en infraction et sanctionnés. Et au-delà de 50 véhicules qui seraient stationnés à un tel endroit, il y a un permis d'aménager, donc qui est beaucoup plus contraignant, qui doit être demandé, qui fait l'objet d'une autorisation ou d'une interdiction, ce qui permet de garantir qu'il y ait un équilibre entre la fréquentation qui est recherchée de ce site et évidemment les conditions de stationnement pour ne pas engorger la circulation dans les rues d'Étretat. Jean-Marie Vollet, sur LinkedIn, s'étonne que des permis de construire soient refusés pour des petits terrains ou des parcelles dans des hameaux ou des centres de villages, tandis que des constructions sont autorisées pour des lotissements sur des terres agricoles. Selon lui, il y a là un paradoxe. Le droit à construire, à aménager des terrains est réglementé par les plans locaux d'urbanisme qui parfois, et je crois que c'est le cas en l'espèce, s'exerce à l'échelle intercommunale. Et ces plans locaux d'urbanisme doivent concilier les nécessités du développement, à la fois de l'occupation humaine, de l'activité économique, et bien évidemment la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et c'est ce à quoi nous sommes attentifs. Mais on est sur une responsabilité qui est celle du conseil municipal ou du conseil communautaire dans le cas d'une intercommunalité pour que cet équilibre soit vérifié à tous les stades de la procédure, par la concertation, par le respect des règles également, puisque nous sommes dans un contexte et un objectif national de sobriété foncière, de manière à ne pas artificialiser les sols lorsque ça n'est pas justifié par un intérêt public. Et donc, dans la construction d'un plan local d'urbanisme, le fait de pouvoir occuper, utiliser des parcelles qui sont déjà dans la zone urbanisée, c'est évidemment une possibilité qu'il faut poursuivre avant d'artificialiser, lorsque c'est nécessaire, éventuellement des terrains qui sont en dehors de ces zones déjà urbanisées. Et donc la question de l'occupation des petites parcelles, ce qu'on appelle parfois les dents creuses, doit être regardée comme un moyen de retarder, d'éviter l'artificialisation des espaces naturels et nous y sommes très attentifs, notamment en encourageant la définition de taille minimale qui soit plus réduite que celle qui était parfois demandée. Il fallait parfois 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur des tendances qui consistent à autoriser à construire sur des parcelles de 400, 500 mètres carrés qui sont situées à l'intérieur des périmètres urbanisés et ça contribue à l'objectif de préservation de nos espaces naturels, agricoles et forestiers. Sumower, sur X, aimerait savoir ce qui est fait dans le cadre du développement durable, notamment aux alentours du Havre. Il soupçonne les usines de fonctionner, notamment le soir, pour que personne ne les voie, et se dit asphyxié par la pollution
lorsqu'ils circulent en extérieur. C'est un sujet très important et très vaste à la fois. Et j'invite, pour une approche globale, à se référer aux travaux qui sont en ligne sur notre site internet concernant la COP Normandie, c'est-à-dire la grande réflexion qui est lancée depuis plus d'1 an maintenant, notamment sur ces questions entre développement durable et développement industriel. C'est très important pour un territoire comme la Seine-Maritime et beaucoup de choses sont déjà faites. Alors évidemment, beaucoup de progrès restent à accomplir, à la fois sur la réduction des gaz à effet de serre. Nous avons déjà d'ailleurs des résultats. Si l'on compare aux années 70, par exemple, on a réduit les émissions de dioxyde de soufre. C'est 100 fois moins de matières qui sont dégagées chaque année dans l'atmosphère par rapport aux années que j'évoquais. Et puis, dans les objectifs auxquels la France a souscrit et que nous poursuivons activement, il y a notamment l'idée de réduire, et pas seulement l'idée, mais les dispositions que nous prenons, que les industriels prennent aussi, sous le contrôle de l'administration, et notamment des inspecteurs qui se rendent très régulièrement sur les sites qui présentent beaucoup d'enjeux, en particulier sur le secteur du Havre. On connaît la concentration d'émetteurs de gaz à effet de serre sur ce secteur. Et nous avons comme objectif, d'ici 2030, c'est-à-dire très prochainement, d'arriver à réduire de 2 600 000 tonnes pour la Seine-Maritime l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur ces sites industriels. Donc ce sont des enjeux considérables, une grande ambition qui est partagée, encore une fois, sous le contrôle de l'administration, dans le respect de la loi, pour pouvoir concilier le développement économique, la décarbonation de nos procédés qui avancent de manière extrêmement soutenue dans notre région, et il y en a besoin, et bien évidemment la qualité de vie autour de ces sites pour les populations qui y résident.